vous pensez qu'il y a des opportunités? Quel avis avez-vous sur ce pays? Allez-y, on est en France, on n'est pas en Birmanie, on a le droit de s'exprimer, n'ayez aucune crainte. Des opportunités, juste un oui, un non, vous pensez que... Oui. Je pose la question, parce que c'est pas quelque chose de naturel. On peut douter sur ce pays qui ressort de 187 ans quand même d'emprise, de colonisation britannique, puis de dictature. Et il est légitime de se demander aujourd'hui si ce pays pourra remplir toutes les promesses qu'elle fait à ses investisseurs étrangers, savoir si elle va être à la hauteur de toutes les promesses qu'elle est en train de faire à tout le monde. C'est comme ça que j'aborderai la question pendant 1 heure. À l'issue de cette heure, je vous laisserai la parole pour me poser les questions qui vous viennent et rebondir certainement sur le sujet. Il est certain que c'est ma vision de la Birmanie après ce voyage auprès de la délégation européenne. Vous aurez certainement d'autres opinions, vous aurez certainement une autre vision, et j'attends aussi qu'il y ait un retour, un échange pour qu'on puisse construire quelque chose et une vision beaucoup plus complète du pays. Donc, une dernière parenthèse, vous avez beaucoup entendu parler de moi, je pense, avec tous les mails et des invitations qu'il y a eu. Mon métier, c'est d'analyser les pays, d'accompagner, de comprendre, surtout de comprendre les exigences, de comprendre les forces et les faiblesses des pays, pour pouvoir faire de l'expatriation et des implantations à l'étranger de mes clients un succès. Comme je l'ai dit, je vais essayer ce soir de restituer tout ça pour que votre expatriation ou votre développement à l'étranger se passe du moins en Birmanie, se passe dans les meilleures conditions. Voilà les 3 points qu'on va aborder ce soir. Je vais vous présenter quand même de manière assez approfondie le pays qui est inconnu pour un bon nombre de personnes. On est là pour ça, on va parler des opportunités d'affaires, ça va être du très concret, vraiment business, quel secteur d'activité fonctionne. Et après, pour réussir, et c'est vraiment comme ça que je suis rentrée dans ce pays, le gouvernement et les autorités et les hommes d'affaires sur place insistent pour qu'il y ait une nouvelle démarche, et je fais une nouvelle approche et je vais vous la présenter. Donc ce pays, nous sommes en Asie du Sud-Est, frontalier de la Chine, frontalier de l'Inde, 1000 km de chaque côté au nord de frontière. On est au nord, on a le Tibet. On fait aussi partie, le Myanmar fait partie de ce triangle d'or avec la Thaïlande et le Laos. Donc triangle d'or pour le tourisme, triangle d'or pour l'opium, chacun aura sa vision du pays, ou en tout cas on parle de triangle d'or. Première correction aussi que je fais dans mon langage, vous l'avez peut-être remarqué, je ne parle plus de Birmanie, je parle de Myanmar. C'est en 89 que le gouvernement a décidé de changer le nom du pays. C'est pas une erreur. Le français, Thierry Matou, notre ambassadeur français à Rangoon, a fait paraître une note et il insiste sur le fait de dire que ce n'est pas une erreur de parler de Birmanie en français. L'Angleterre, qui est l'ancien organisateur, parle toujours de Burma. En revanche, là c'est vraiment un conseil que je donne et qu'on m'a donné et que je veux transmettre, quand on parle avec des hommes d'affaires, avec des locaux, avec des Birmans, mieux vaut utiliser le terme de Myanmar, ne serait-ce que par respect envers les nouvelles on va dire, sociétés qu'ils sont en train de construire, c'est quand même plus apprécié. C'est un petit point sur lesquels voilà, on peut leur apporter satisfaction, on va dire. Encore un autre point sur le fait que ce soit un pays asiatique. Ce pays est membre de l'ASEAN. Ça a son importance. En janvier, la présidence vient d'être prise par le Myanmar. Donc depuis janvier, ce pays est à la présidence de l'ASEAN. Depuis janvier, donc, le pays est à la présidence de l'ASEAN. C'est à mon sens un signe de reconnaissance internationale et ça va dans toute la lignée de ce qui est en train d'être mis en place. Il y a eu une levée des sanctions internationales de la part de l'Europe, des États-Unis. Il y a également eu, c'est un clin d'œil, mais à la fin de l'année, il y a eu 2 grands événements majeurs à Rangoon, qui ont été l'organisation des Jeux Olympiques, l'équivalent de Jeux Olympiques du Sud-Est asiatique. L'organisation a permis au pays d'avoir un éclat international. Le Women's Forum a eu lieu également à Rangoon.
toutes les femmes du monde entier, les femmes d'affaires, se sont précipitées et ça a permis encore de médiatiser le pays, de montrer toutes les avancées et surtout d'encourager ce développement. Les exemples sont nombreux, mais toutes les reconnaissances internationales affluent tous les jours. Il y a 2 jours, la Banque mondiale encore a accordé des subventions pour pouvoir financer l'éducation et l'électricité de 2 milliards de dollars. Donc c'est vraiment des choses, enfin, des poids et de la reconnaissance envers ce pays. C'est bien beau tout ça. Je ne sais pas quelle vision vous avez de ce pays. Beaucoup de monde et beaucoup de personnes que j'ai rencontrées, avec qui j'ai discuté du pays, je me suis aperçue avec 2 visions du pays. La première, c'était une vision touristique. J'adore le Myanmar. J'adore la Birmanie, j'adore ses couchers de soleil, j'adore ses pagodes, le pays de l'or. Tout le monde est accueillant, tout le monde est souriant. J'ai adoré mes vacances là-bas. J'y retournerai. En tant que Français, en plus, nous sommes... C'est catégorisé tout ça, mais les Français sont quand même les premiers touristes de la partie européenne ouest à se rendre en Birmanie. Donc on est vraiment un très grand public pour eux. Voilà, c'est des exemples, c'est un pays, voilà, on a cette vision positive, on a un réel, quand je dis on, c'est tous les Français, toutes les personnes avec qui j'ai parlé, mais une vision très positive du pays, et finalement on oublie un petit peu, ou on ne veut pas s'avouer, ou c'est quelque chose qu'on essaye d'oublier, d'avoir une vision un peu plus troublée, qui est une vision historique, qui est réelle. Il y a bien eu une junte birmane, il y a bien eu un régime militaire, il y a bien eu, certains parlent encore de génocide contre certaines ethnies, le combat d'une femme, Aung San Suu Kyi. À côté de tout ça, il y a une pauvreté. Si on parle de la Birmanie, il faut en avoir conscience, et je ne vais pas vous mentir pour ça, mais c'est un pays pauvre. Au niveau de l'IDH, on est 149e sur 187, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est quand même un pays très pauvre et on part de loin. Donc 2 visions qui s'opposent et à mon sens, avec toute l'avancée qu'il y a eu, je vais vous la détailler un peu plus loin, avec toute l'avancée qu'il y a eu pour ce pays, aujourd'hui on se doit, et du moins on peut se permettre d'avoir une vision beaucoup plus subtile ou du moins beaucoup plus contrastée. Pourquoi? Parce que le Myanmar fait des efforts politiques. Les hommes politiques affluent tous les jours, au même titre que les hommes d'affaires et que les journalistes. Des réformes sont engagées pour faire avancer, pour faciliter le commerce, pour faciliter les investissements étrangers. Un système bancaire a été mis en place. Croyez-moi, il y a 2 ans, c'est impossible. La carte bancaire vient à peine d'arriver, tout se paye en cash. Des immeubles ou des hôtels de luxe sont en train d'être construits. C'est beau tout ça, mais il y a encore la réalité de la Birmanie, c'est-à-dire un pays avec des traditions, un pays avec des contrastes, un pays qui est pauvre mais qui veut s'en sortir, un pays avec sa capitale, Naypyidaw, vous en avez certainement entendu parler. La capitale a été transférée du nord au sud et on parle de la capitale fantôme parce que vous voyez les autoroutes, c'est des autoroutes géantes dignes des États-Unis mais pour le moment qui ne sont pas encore utilisées parce que culturellement ça n'a pas été mise en place, il n'y a pas suffisamment d'habitants dans ce pays pour les utiliser. Pour clore ce petit chapitre et ne pas trop m'attarder sur la présentation du pays et ses contrastes, cette image, cette dernière a du sens pour moi, avec l'homme habillé d'une manière traditionnelle et en même temps, c'est pour ça que je l'ai mise, c'est un peu le stéréotype, la caricature du pays. On le voit avec son t-shirt, et c'est révolutionnaire, t-shirt des temps modernes, en train de demander la parole, parce qu'il est en train de parler avec un micro. Il a quand même son casque de colon sur la tête, et il porte ce longji. Alors le longji, c'est quoi? Pour nous, c'est la tenue traditionnelle birmane. Tous les hommes le portent, c'est un pan de tissu qui est cousu, ils le mettent et le nouent, et c'est vraiment la tenue traditionnelle. Derrière lui, il y a il travaille beaucoup le bois, le teck, c'est une des ressources naturelles du pays. Mais voilà, je vous personne le contraste entre la modernité et encore cette tradition. C'était une petite parenthèse pour vous illustrer le pays. Pays inconnu, une histoire trouble. Alors, je ne vais pas vous faire 4 heures sur l'histoire, je vous rassure. Je ne vais pas passer 4 heures sur les dates, mais juste un petit rappel. Et j'ai essayé de segmenter l'histoire birmane en plusieurs
4 étapes, on va dire. La première, c'est la Birmanie traditionnelle, qui quelque part, pourquoi je l'ai mise, parce qu'elle a son importance, surtout pour la compréhension du pays et de le fait qu'il y ait beaucoup d'ethnies dans ce pays. Le Myanmar, qui se situe ici en Asie du Sud-Est, je vous dis l'introduction, sur cette lignée centrale, il y a une bande centrale qui est concentrée avec l'ethnie qui s'appelle les Birmans. Donc c'est de là que vient le nom du pays. Mais à côté de ça, se regroupe, il y a une soixantaine d'ethnies qui sont tout autour et qui cohabitent ensemble. Ce qui peut engendrer des conflits, ce qui peut engendrer aussi la beauté du pays et beaucoup de cultures différentes. Mais voilà, c'est le fait, et la Birmanie traditionnelle, on va dire, toute cette histoire vient de là et peut justifier entre autres ces ethnies. À la fin, et c'est plutôt cette Birmanie que finalement nous connaissons, ne serait-ce que pour ceux qui ont lu George Orwell et l'histoire birmane, mais ça a commencé là, avec cette invasion britannique, cette colonisation, 3 guerres, incorporation à l'Empire des Indes, donc beaucoup d'Indiens qui sont venus vivre en Birmanie, des échanges culturels entre eux. À la fin de ça, il y a eu une montée en 1937 d'un sentiment nationaliste. Les Birmans se sont battus, ont voulu leur liberté. Fin de la Seconde Guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale, 1942, c'est parti. Le Japon revient pendant 5 ans. Ils mettent en place un gouvernement japonais, enfin, ce ne sera pas des japonais, mais c'est le gouvernement que eux vont dicter. C'est reparti. On est encore sous un régime assez autoritaire. On se rebat, on demande la liberté. Là, c'est avec le parti du général Aung San. Aung San, qui est le père de Aung San Suu Kyi. Le modèle de la paix est bien connu. Donc voilà, le général Aung San et son parti vont se battre pour demander la liberté. Ils vont l'obtenir en 1948. Le général aura décédé en 1947, comme vous l'avez vu. Du coup, c'est l'un de ses camarades, Oulu, qui va prendre le pouvoir, mais il ne saura pas le gérer. Et il y aura une alternance à partir de là entre pouvoir militaire, pouvoir présidentiel, jusqu'en 1962. 1962, c'est reparti, et là, pour le bon, c'est la junte, c'est la dictature militaire, on y retourne, ça va jusqu'en 2011, 89, on peut dire, le Myanmar, ça va jusqu'en 2011, où vraiment la junte birmane prend fin, et c'est acté, et il y a un nouveau gouvernement qui est au pouvoir. Pourquoi est-ce que je vous ai mis 2007? J'ai remis une nouvelle fracture. À mon sens, 2007 marque le début de cette ouverture du pays, cette prise de conscience et cette volonté d'avancer. Avec la révolution de Safran, qui a été initiée par les étudiants, reprise par les moines bouddhistes, et ils ont fait savoir, c'est encore la route qui a quelque part pris le pouvoir, est revenue, et ça a cassé quelque chose. Le gouvernement, la junte birmane a été déstabilisée. Et voilà, à partir de 2009, tout s'accélère. On commence à signer des nouvelles constitutions, on commence à signer des traités avec l'international, les sanctions sont levées, les dettes sont apurées. C'est parti, on sent qu'il y a une réelle mouvance. Tout va extrêmement vite. Depuis 2011, on va dire peut-être même 2012, parce qu'effectivement c'est là où les choses ont commencé à s'accélérer. 2012, début 2014, les investissements étrangers affluent massivement. Les expatriés, les immigrés n'arrêtent pas de venir. Il y a eu une hausse de 43% en un an de Français qui sont venus. C'est-à-dire qu'on est pratiquement passé de 400 à 500 Français en Birmanie. C'est énorme. Ça n'arrête pas de venir. Ça n'arrête pas. C'est un petit point que je voulais vous faire ici sur cette carte. Je vais vous montrer justement cette division et toutes les ethnies que l'on trouve partout. Des ethnies qui sont un peu dans le pays. J'en profite pour vous parler, bien sûr, il y a des conflits ethniques. Dans le Nord, on en entend parler surtout ces derniers jours. Il y a des sources de richesse. Donc, la Birmanie, c'est un Eldorado, en ce sens, si on entend l'Eldorado comme étant la recherche de l'or, c'est un Eldorado. Il y a de l'or, il y a des mines au nord, il y a des rubis, du jade. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a du gaz, du pétrole au sud, des pipelines sont construits, c'est-à-dire que la Chine l'a compris, depuis longtemps, est venue puiser toutes ces richesses. À titre d'exemple, il y a un pipeline qui a été construit, qui est en train d'être construit plutôt, qui est en train de couper le pays en deux pour ramener les ressources, le gaz et le pétrole vers la Chine.
comme je vous l'ai dit avant, on ne parle pas de la capitale, mais des capitales. Parce que dans les faits, tout le monde se rend à Rangoon. Rangoon, toujours tout rose. Si on veut parler d'affaires, si on veut parler de collaborateurs au sens un manager, un employé, quelqu'un qui travaille avec nous, il y a quand même un petit décalage avec les attentes que nous pouvons avoir en tant qu'occidentaux, c'est-à-dire qu'ils sont moins autonomes que nous, ils vont moins prendre d'initiative, il va falloir leur répéter les choses. Il faut penser que c'est l'Orient contre l'Occident, c'est vraiment un monde à l'oriental, le temps n'a pas la même valeur que chez nous, le tout va beaucoup plus lentement, mais à côté de ça, ils ont été privés pendant tellement d'années de connaissances, de savoir. L'université, il n'y avait pas l'université, tous les enseignements de droit, d'économie, je sais pas, de marketing, les personnes qui ont voulu se former, les Birmans qui voulaient se former, ont dû partir à l'étranger. Aujourd'hui, ils ont soif de connaissances et ils apprennent extrêmement vite. C'est-à-dire que quand j'y étais, j'ai même donné une formation pour leur expliquer comment on survit avec les Français au travail, parce que pour eux, on est quand même un sacré mystère dans le management. Ils sont là, ils veulent apprendre, ils veulent comprendre, et ce qui est encore mieux, c'est qu'ils appliquent immédiatement et il n'y a plus besoin de leur répéter la chose. C'est du positif qui vient un peu contrecarrer un certain manque d'autonomie. Voilà, après il y a des croyances, des religions, un besoin de consommation, un peuple ouvert, généreux, comme j'ai pu vous en parler. Alors, je crois que je vais juste retourner en arrière. Les indicateurs économiques. Comment vous dire ça? Je vous ai dit dès le début, on se situe où on est. Je vous donne plein de choses positives. Il y a de la croissance, 6,8% qui sera objectif 2014. On part de loin. La croissance est vraiment là et on la sent et elle est réelle. Les investissements étrangers sont en hausse. Il y a un encouragement, un fort encouragement de la part de la communauté internationale. Il y a énormément de ressources naturelles. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans un pays pauvre. Donc, la croissance est là, tout est ouvert. Allez-y vraiment, mais ayez quand même conscience que c'est difficile d'aller vivre dans ce pays. Je vous en dirai plus un petit peu par la suite. Une économie essentiellement agricole, je pense que ça a de l'importance. Pourquoi? Il faut survivre quand on est enfermé, on crée leur propre système, mais c'est en train de se développer. L'industrie n'est pas très présente, mais les services sont en train vraiment d'être mis en place. Voilà. Et en plus, il y a des choses à développer. Je ne veux pas empiéter maintenant. Autre indicateur important, c'est cette nouvelle loi. Nouvelle loi des finances qui a été votée en 2002, qui est faite vraiment pour encourager les investissements étrangers. À titre d'exemple, on peut détenir à 100% de sa société là-bas. Bien sûr, on est en Birmanie, il y a d'autres difficultés derrière. Les investissements sont encouragés et facilités. Toujours dans les indicateurs de développement économique, 13% de la population a accès à l'électricité. Alors, ça peut faire peur. On se dit, ah, si j'y vais, je n'aurai certainement pas d'électricité. Il y a Rangoon, la capitale. La majorité des expatriés vivent là-bas. Et il y a le reste du pays. Donc c'est juste pour vous situer Rangoon entre le reste du pays. Donc une population essentiellement rurale, avec pas d'accès à Internet, pas d'accès à l'électricité. C'est bien sûr en train de s'améliorer. Après, tous les indicateurs sont là. Je vous ai mis en rouge ce qui pouvait être considéré comme un peu plus délicat, en vert ce qui est quand même très encourageant. Un risque limité, donc là c'est leur Hermès, c'est des indicateurs d'assureurs qui jugent que le risque économique, le risque commercial est bien. Un risque politique qui est quand même en question, et quand on va là-bas et qu'on discute avec les investisseurs, ou du moins avec la communauté s'affilier, il y a quand même cette question, est-ce que je vais investir en 2014 ou est-ce que j'attends 2015? Pourquoi 2015? Il va y avoir les élections, donc avec Aung San Suu Kyi qui se présente en tant que président de la République du Myanmar. La question est-ce qu'elle aura suffisamment de force et suffisamment de caractère pour pouvoir mettre en place toutes les réformes qu'il dit vouloir mettre, et surtout, est-ce qu'on la laissera faire? C'est un risque modéré, mais c'est un risque quand même qu'il y ait de nouveaux soulèvements, qu'il y ait de nouveau une remise en cause. Donc,
beaucoup pensent que ça ne va pas être le cas et que ça va se stabiliser. Après, c'est comme tout. C'est des opinions qui se confrontent, pardon. Donc c'est quand même une question qui existe. Mon conseil, si vous souhaitez vraiment vous développer dans ce pays, si vous souhaitez vraiment mettre quelque chose en place, n'attendez pas 2015. Posez déjà vos jalons 2014, observez, voir en 2015 comment ça se passe et enchaîner si tout va bien, parce que les Américains n'entendront pas. Les Américains sont là, les Américains ont déjà lancé les chiens. Ça serait dommage de rater des opportunités. J'en ai discuté avec un cadre Total Total est historiquement implanté là-bas. C'est un cadre qui travaille beaucoup dans le développement des sociétés et il me disait, c'est ce que j'ai constaté aussi, les Français sont en train de couper le coche. Et c'est quelque chose de dommage. C'est vraiment toujours... c'est vrai, on a une vraie carte à jouer et c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire cette conférence ce soir, mais on a une vraie carte à jouer en tant que Français. Une représentation diplomatique à l'étranger, enfin, on a beaucoup de cartes à jouer, beaucoup de points positifs qu'il faut vendre et que je développerai tout à l'heure dans les opportunités. Les indicateurs économiques, dernier point, l'importance de l'imposition. L'importance des impôts et des charges patronales, et s'il y a des entrepreneurs dans la salle qui veulent développer leurs affaires là-bas, c'est quelque chose qui résonne. Bon, le salaire moyen est très bas. Bien sûr, on est en Asie du Sud-Est. Je dis ça, c'est vraiment pas, et bien au contraire, pour encourager la délocalisation, pour faire de la minimisation de coûts, ça serait dommage. Et c'est pas du tout encouragé et vous risqueriez de vous confronter à un mur. Bon, ceci étant, les faits sont qu'aujourd'hui le salaire est quand même très bas. Pour un cadre, un éducateur, un cadre qui a fait des études au potentiel, il va gagner à peu près 700 $ par mois. Un expatrié va être payé aux alentours de 3 000 €, 3 000 $, selon les sociétés. C'est le salaire moyen qu'on peut trouver dans ce pays. Voilà, donc les charges patronales sont très basses, les impôts aussi, à l'import, à l'export, très peu de taxes. Bémol toutefois, si vous souhaitez importer ou exporter du moins des produits de luxe, l'imposition de l'alcool, l'imposition augmente et peut aller jusqu'à des taux de 100%, ce qui peut être assez décourageant. Voilà, je vous disais, place des Français, on a une carte à jouer. Jouons là. Pourquoi? Parce que les échanges commerciaux de la France sont multipliés par 3. La communauté, comme vous l'avez dit, française tout à l'heure, implantée. L'Institut français a un très grand rôle là-bas, est très apprécié, fait beaucoup d'événements et finalement joue un peu ce rôle pour nous de, comment dire, un rôle positif auprès de la société et développe la société. Les virements, c'est le fond d'écran, mais les virements peuvent aller à l'Institut français et lire le monde. Quelque chose, il y a quelques années, c'était impensable parce que déjà il n'y avait pas l'accès à la presse. Et maintenant, en plus, ils s'intéressent, enfin, ils peuvent apprendre des langues étrangères et le français fait partie des langues qui sont appréciées. Les relations diplomatiques, je m'attarde juste là-dessus. Pourquoi? Parce que notre ministre du Commerce extérieur, Nicole Bricq, n'arrête pas de faire des annonces. Enfin, j'en lis, peut-être que je suis omnibulée par la Birmanie, mais j'en lis tous les jours. Moi, une fois par semaine, allez-y, on a notre carte à jouer. À l'export, on a beaucoup de produits qu'on peut vendre dans l'agriculture, dans le conseil. Oui, on a vraiment notre carte à jouer. Je vois que ça a bugué. Alors. Voilà. Donc voilà, Nicole Bricq qui nous encourage beaucoup à y aller. Et à mon sens, on a quand même une belle visibilité aussi grâce à Madame Lagarde, qui était là pendant le Women's Forum, qui a des relations assez constantes avec Madame Aung San Suu Kyi. Je trouve vraiment, on est apprécié là-bas. C'est quelque chose qui, ça joue pour une fois qu'on est apprécié à l'étranger quelque part. Qu'il n'y a pas une image négative de nous. Allons-y, prenons cette carte. Voilà, après il y a d'autres indicateurs qui peuvent vous être utiles. Je vais conclure cette première partie. Bien sûr, tout n'est pas rose, tout n'est pas gris non plus. Je pense que c'est un choix personnel, bien sûr, que vous allez dans ce pays. C'est avant tout, je dirais, l'inconvénient,
Le premier inconvénient, c'est l'inconvénient personnel. Est-ce que moi, individu, moi Myriam, je serais capable de vivre dans ce pays, de vivre avec la mousson pendant 4 mois, d'avoir des coupures d'électricité, de ne pas avoir Skype et de parler à mes parents une fois par semaine. Voilà, c'est plus ce genre de questions qui pourraient nous retenir, à mon sens, d'aller dans ce pays plutôt que dans un autre pays d'Asie du Sud-Est. Après, on peut décider de faire un choix, de remettre en cause cette consommation et cette société de consommation et profiter de cette affaire pour faire beaucoup d'argent et aller dans un autre pays. Bien sûr, tout ça, c'est des choix personnels. Dans le monde des affaires, il y a l'échéance politique 2015 qui joue quand même, c'est un poids et c'est une question que tout le monde se pose. Il y a de la corruption, on est dans un pays corrompu. On peut échapper à la corruption, à mon sens. Comment dire? Si on veut faire un business ou des affaires assez démentielles et assez importantes, ça va être dur d'échapper à la corruption parce qu'on va forcément aller dans les sphères supérieures ministérielles. Bien qu'il soit très ouvert, et bien qu'il soit très simple de les rencontrer, je vous assure, j'étais moi-même étonnée pendant la délégation européenne. Mais voilà, il y a quand même une corruption qui existe et qui est là. Après, si on veut développer sur nos terres, on est en partenariat avec un birman, que les choses se font de manière simple, on va dire naturelle, et qu'il n'y a pas besoin de subventions ou d'accords particuliers, on ne ressent pas cette corruption. Au quotidien, on ne la ressent pas et je vous assure que ce n'est pas des bêtises. Le coût des affaires est élevé, ne serait-ce que parce que le temps n'a pas la même valeur chez eux, parce que tout prend beaucoup plus de temps, parce que aussi l'immobilier vaut très cher là-bas et les terrains sont difficiles, on ne peut pas acheter de terrain là-bas. Comment vous expliquer ça rapidement? C'est une particularité, on va vous encourager à développer de l'hôtellerie par exemple dans ce pays, mais il faut savoir qu'un étranger ne peut pas être propriétaire de terre birmane. Se faire, parfait, on va s'associer avec un birman. On va chercher quelqu'un de confiance avec qui ça peut marcher. On peut construire notre hôtel, ça avance. Deuxième particularité pour le moment birmane, mais qui va, les lois sont en train d'être écrites et les textes sont en train d'être modifiés, il n'y a pas de droit qui va protéger ces contrats. C'est-à-dire que votre associé birman, demain décide d'augmenter le prix des loyers, pas de 5, 10, 15, 20%, mais de 200, 300%, voire 400%, il a le droit. On n'est pas en Europe, il n'y a pas tout ça, il va le faire. Et pire, si vous n'acceptez pas de payer, votre projet tombe à l'eau. Voilà en quoi, pour le moment, c'est encore risqué de faire des grands projets. Je sais que ça va être réglé, parce que tout le monde a conscience de ce problème et que ça bloque beaucoup d'investissements à l'étranger. Et c'est pour ça que j'illustrais aussi par le coût des affaires. Tout est dur aussi, les matières premières à importer, il faudra faire peut-être avec les matières sur place. Bon, après les avantages, j'en ai quand même dit pas mal. Des indicateurs positifs, il y a de la croissance, il y a des besoins. Il y a une consommation qui est en train de se développer. Imaginez un peuple privé de tout pendant 187 ans et qui découvre ce qu'est Internet, qui découvre, je sais pas, ce que sont les chips européens, ou ce qu'est la nouvelle jupe à la mode. C'est ça, la nouvelle consommation, c'est en train de se développer et ils sont friands. L'automobile, il y a des crédits à la consommation qui sont mis en place. Il y a du cash contre des épaves pour encourager à renouveler le parc automobile. Voilà, et des besoins et de la consommation. Système fiscal et social très avantageux, une population jeune, ce qui est quand même intéressant, et une population qui apprend et qui veut évoluer et qui veut faire évoluer son pays. Voilà parmi les avantages les plus importants. Voilà une grosse partie, une grosse présentation. Je ne sais pas s'il y a des personnes dans la salle qui veulent compléter, qui ont des remarques ou des avis différents, ou des observations différentes. On est aussi là pour ça, si quelqu'un veut prendre la parole. Je ne voulais pas prendre la parole. Michel Nissen, donc de la DG Trésor, ministère du Commerce extérieur. Donc je confirme ce que dit Madame Brick. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de véritable voyage prévu. Mais c'est un pays sur lequel on travaille pour notamment favoriser les garanties et sur lequel aussi on essaye de développer des projets aidés via les FASEP. Donc la Birmanie, c'est quand même un PMA qui a aussi accès à des fonds de bailleurs multilatéraux.
Donc ça, je pense aussi que les entreprises françaises devraient être très soucieuses et sensibles à ça, parce qu'un projet de la Banque asiatique peut avoir peut-être un effet de levier pour une entreprise française qui soumissionne. Voilà, c'est encore, il y a aussi cette partie développement, aide, qui après permet d'avoir des activités en interne. Voilà. Merci. Je veux savoir une question sur la scène d'avant. Vous mettiez la présence la forte présence des Chinois comme un point négatif. Alors pourquoi je ne vais pas expliquer. Les Chinois sont historiquement présents, c'est les plus proches frontaliers, mais ils ne sont pas là de manière positive et vraiment le message du gouvernement et dans le développement du pays, il y a une volonté de faire un développement responsable. Bien sûr, il y a quelques-uns qui vont faire encore du développement des joint ventures avec des Chinois et utiliser les ressources, mais d'un point de vue général, les Chinois sont là vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, prendre les ressources. Ils sont là pour l'or, ils sont là pour le pétrole et ils viennent vraiment se servir. Les Birmans n'en veulent pas. Les Birmans ont comment un ressenti. Et c'est allé jusqu'au chauffeur de taxi qui m'a dit c'est bien, vous êtes occidentale, vous êtes européenne, c'est bien, il faut venir, mais je vous assure que c'était ça. Venez, on n'aime pas les Chinois, ils sont là, ils sont en train de tout nous prendre, on les aime pas, venez investir chez nous. Donc c'est vraiment quelque chose, un ressenti, et je l'ai mis en point négatif parce qu'ils sont déjà présents, ils sont déjà bien installés dans certaines choses, dans certains domaines, dans lesquels il sera peut-être difficile de les contrôler. Bon, on va avancer, ça viendra de toute manière la partie questions-réponses par la suite. Les opportunités, c'est ce pourquoi nous sommes là après tout. J'ai fait une pyramide, on va l'appeler la pseudo-pyramide de Maslow. On va identifier les besoins qui sont remontés lors de tous ces entretiens et de toutes ces lectures. Un besoin d'infrastructure. Le pays n'a pas de route. La gestion des eaux usées et tout ça, elle est très difficile. Alors quand on arrive à Rangoon et qu'on arrive en voiture, je vous assure que je me suis trompée de pays, c'est étrange. Les routes sont vraiment très belles, bien arborées, on voit des immeubles plutôt récents. C'est quelque chose d'assez déroutant. Quand on commence à se balader un petit peu, aller dans quelques rues, on se rend compte de la pauvreté, de la misère qui existe quand même. Vous allez avoir des buildings tout récents qui vont côtoyer des maisons faites en bois, des familles entières vivent dedans. On n'est pas dans une favela, il n'y a pas de confrontation comme ça. Mais là où on peut parler de besoins, c'est surtout en dehors des grandes villes. Là, il est clair qu'il n'y a pas de route, et là, il est clair qu'il y a besoin d'infrastructures. Il y a un besoin, bien sûr, pour gérer et accueillir les touristes. Il n'y a pas suffisamment d'infrastructures. À titre d'exemple, à Rangoon, alors qu'il y a plus des afflux de touristes et qui sont énormes. Je ne me souviens plus du chiffre, j'ai pas envie de vous dire une bêtise, mais je vous assure qu'ils sont vraiment en pleine croissance. Il y a 8000 chambres d'hôtel, ce qui fait que les prix sont énormes. Quand on va dormir, ma nuit d'hôtel, je vais la payer $115. C'est énorme, on est à Rangoon. Donc il y a vraiment un besoin d'augmenter ce parc hôtelier et il y a un besoin d'accueillir le tourisme. Pourquoi? Parce que le tourisme a été mis comme priorité nationale. Le gouvernement veut vraiment développer cette branche. Et voilà, il y a un besoin de création d'hôtels et de besoin de management. Je vais plus loin, je vais plus tout ça par la suite. Besoin de logement, besoin d'éducation, parce qu'on vient à peine d'ouvrir les universités et ils sont friands de ça. Et j'ai mis au sommet besoin de conseils. Et vous allez voir sur toutes les slides, par exemple, pratiquement à tous les tops, il y aura un besoin de conseils. Pourquoi? C'est ce que le gouvernement véhicule comme message. Ne venez pas ici si vous voulez investir massivement ou si vous voulez utiliser nos ressources. Venez ici et on va vous accueillir à bras ouverts et on vous rémunérera le prix qu'il vous faudra. Et vraiment, ce sera bien vu et c'est ce qu'on veut. On a besoin de conseils, on a besoin de matérialisme, on a besoin d'accompagnement, on a besoin de... Aidez-nous à transmettre votre savoir pour nous aider à nous construire, à bâtir une société. C'est pour ça que j'ai accordé cette importance au conseil. Secteur d'activité, on commence par l'agriculture, c'est le premier secteur là-bas.
volonté, c'est aussi un message qu'une association Green Lotus, une association française, est en train de mettre en place, et ça fonctionne, et les Birmans ont l'air d'être réceptifs à ce message. La mise en place d'une agriculture responsable, je pense qu'on a je sais pas si dans la salle il y a des personnes qui sont spécialisées là-dedans, mais en tout cas on a un rôle à jouer dans la mise en place d'un système écologique. Enfin, peut-être qu'on ne va pas parler encore d'écologie, c'est pas leur préoccupation, mais ne pas faire de la Birmanie la Chine, c'est irrespirable par exemple. Besoin dans l'équipement agricole. Je vais essayer vraiment de vous donner des exemples concrets de choses qu'on peut apporter. Enfin, voilà, le but, c'est qu'à la fin, vous sortiez avec des idées pour aller se développer dans ce pays. Apporter des équipements agricoles, je ne sais pas, on a besoin d'outils, ils ont besoin de nouvelles techniques agricoles, ils ont besoin de machines. On est quand même une des terres européennes, la France, l'agriculture intensive, c'est notre métier, on sait de quoi on parle. Allons-y, allons apporter nos conseils aussi là-bas. Le tourisme, alors la promotion touristique à l'international. Si vous allez là-bas et que vous commencez à rencontrer des personnes d'affaires, vous allez vite vous rendre compte que tout le monde sait tout faire et que tout le monde veut accompagner les touristes. Et il y a beaucoup d'agences de tourisme qui se sont construites de ce fait et ils demandent une promotion à l'international. Déjà parce qu'ils veulent attirer les touristes et donc les capitaux, mais aussi eux, ils veulent vraiment développer leur commerce et avoir une plus grande visibilité à l'étranger. C'est quelque chose qui est possible d'apporter. La construction hôtelière, avec le bémol que je vous ai développé tout à l'heure sur la construction de terrain. Par contre, ce qu'on peut apporter dans l'hôtellerie, c'est tout notre savoir-faire, c'est notre enseignement. On peut aller construire une école. Il y a une petite école qui a été mise en place par des Français. Qui apprennent le virement à développer, à faire de la pâtisserie, qui apprennent le service de table. C'est quelque chose qu'il faut développer parce que là on est à une échelle très petite. Mais ils nous ont demandé, et là c'est le ministre en personne et j'étais dans la salle quand il l'a fait, ils veulent des écoles, ils veulent former leurs jeunes salariés à la technique hôtelière, à tout notre savoir, surtout nous les Français, pour pouvoir accueillir après un tourisme de qualité. Donc là, on a clairement notre rôle à jouer. Si le rêve de quelqu'un ici est d'ouvrir une pâtisserie, ça marche. Je vous ai apporté des témoignages. Si vous voulez les lire par la suite, c'est vraiment des Français. Il y a leurs photos, c'est vraiment du béton. C'est des Français qui témoignent. Là, en l'occurrence, elle est australienne. Et elle a ouvert une boulangerie. Alors nous, allons-y, on a vraiment quelque chose à faire. La formation, donc, comme je vous l'ai dit, avec l'école, ne serait-ce que même si on ne veut pas faire quelque chose de privé, aller voir dans les universités. Et après, le conseil, bien sûr, dans l'hôtellerie. Alors, le conseil, ça va se regrouper avec la gestion hôtelière. Pourquoi? Si vous ne voulez pas prendre un risque, parce qu'au début, là, on parle de capital risque. C'est vraiment du fonds d'investissement. On y va, si on ne veut pas prendre ce risque, il est possible d'y aller. Ils cherchent des managers d'hôtel. C'est-à-dire que c'est les Birmans eux-mêmes qui vont déjà construire l'hôtel, qui ne vous engagez nullement, si ce n'est que dire ok, pendant 1 an ou 2 ans, je serai le manager de cet hôtel. Allez-y, s'il y a besoin de conseils, s'il y a besoin de choses, n'hésitez pas à me demander, c'est vraiment un plaisir. J'ai des contacts là-bas, des personnes qui ont besoin de managers. Les services, encore un secteur où il y a des choses à faire. Pourquoi? S'il y a des web designers, des agences de communication, des agences de marketing, ouvrez un bureau là-bas. Parce que Internet, il y a Internet. Ils ont un réel besoin de création de sites Internet. Il y a un réel besoin. On peut créer des sites Internet. Il y a du besoin, si on se positionne maintenant et qu'on y va maintenant, on devient leader. On devient premier sur le marché, il y a tout de suite beaucoup moins de concurrence. L'architecture, je vous ai dit qu'il y avait un énorme besoin immobilier. Il y a un cabinet français qui vient d'ouvrir là-bas, c'est encore un témoignage pour vous montrer, mais l'architecture, il y a vraiment des besoins là-bas. Ceux qui ont la manne d'or, ça va être les experts comptables, les juristes, les avocats internationaux. Alors eux, vous,
allez-y, vraiment, et je vous y encourage. Pourquoi? Il y a tout un système juridique qui doit être construit. Les autorités sont friandes ou demandent des conseils. J'ai un ami avocat qui est luxembourgeois, mais qui est en train de conseiller le gouvernement sur une nouvelle loi de finances pour favoriser les investissements. Donc, voilà, il y a un réel besoin de conseils légal, juridiques. Après, il y a un besoin pour accueillir tous les futurs expatriés. Peut-être vous qui allez venir dans ce pays, créer des statuts, créer une société, se couvrir, avoir même si le droit n'est pas encore tout à fait construit, il y a quand même des choses à faire et il y a de quoi, il faut se protéger. Donc vraiment les avocats, les experts comptables, allez-y, si vous ouvrez une délégation, vous ouvrez un cabinet, c'est quelque chose, je pense, qui vaut vraiment le coup là-bas. La formation, encore une fois, et le conseil, bien sûr. L'industrie, puis des ressources naturelles, je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a beaucoup de ressources naturelles à exploiter. Comme je vous l'ai dit encore, ne vous allez pas y aller en disant moi je vais ramener de l'or, moi je vais ramener du jade de la Birmanie. Je ne pense pas que ce soit la bonne approche pour le moment. Allez-y plutôt dans moi, je vais fournir mes conseils dans la gestion ou dans le management des puits de pétrole. Ça va être moi qui vais être le manager du chantier. Là, il y a quelque chose à faire. Si vous êtes un industriel et que vous allez construire, je ne sais pas, de la robinetterie pour les pipelines, c'est quelque chose à faire. À mon avis, il faut y aller vraiment en tant que sous-traitant et essayer de se faire un petit chemin. Et je pense que c'est là où on réussira et où on sera encore plus apprécié et où toutes les portes nous seront beaucoup plus ouvertes. Pharmaceutique, c'est déjà le cas. Français, on a déjà la cote dans tous les médicaments. C'est encore un service où on peut exporter notre connaissance. L'agroalimentaire, alors je l'ai mis à l'import et à l'export, à mon sens. Peut-être que vous aurez une autre vision, et si c'est le cas, on la partage bien sûr. Mais à mon sens, on va pouvoir exporter quelques produits, mais on est encore beaucoup trop segmenté dans le luxe. Donc je pense que la cible ne sera pas suffisamment élevée, suffisamment large en Birmanie pour le moment pour exporter ou inonder les marchés comme on l'entend. Il ne faut pas oublier que certes dans les capitales comme Rangoon, surtout Rangoon, des grandes villes comme Mandalay, il y a des supermarchés, il y a des choses à l'occidental, mais la majorité des Birmanes vont faire leurs courses au marché du coin. Donc pour le moment, il n'y a pas encore grand chose à faire, mais bon, on reste à l'écoute, on reste attentif là-dessus. Les infrastructures, encore comme je vous l'ai dit, il y a déjà beaucoup de sociétés françaises, il y a déjà quelques sociétés françaises que sont Total, Lafarge, Accor qui sont là, et Schneider Electric, je cherchais, qui sont en train de travailler à la mise en place d'infrastructures. On peut bien sûr essayer de venir se raccrocher au wagon des gros pour sous-traiter, pour créer, c'est toujours quelque chose qui est faisable et envisageable. La médecine, là c'est quand même quelque chose d'important. Alors je ne sais pas si ce soir il y a des médecins dans la salle, mais peut-être que vous avez des familles, des amis, quelqu'un qui est dans la médecine et qui souhaite s'investir dans une cause vraiment, alors, je ne vais pas dire une cause perdue, il y a un témoignage d'un médecin, mais c'est une cause, là ça vous prend. C'est l'homme entier qui sera pris par la médecine parce qu'il y a très peu, les Birmans ont très peu accès aux soins. C'est pour ça que la Banque mondiale a accordé son crédit de 2 milliards, c'est vraiment pour favoriser l'accès aux soins. Il y a un objectif à 2030. S'il y a des aventuriers ou si des personnes veulent s'aventurer là-bas, aller dans les petites villes, ouvrir des cabinets. Pour le moment, il y a SOS International. Pour vous dire, je suis tombée malade, j'ai payé 100 € pour une consultation et une installation. Donc, ça coûte énormément cher. Nous, on peut se le payer, mais ce n'est pas le cas de la population locale. Il y a vraiment des choses à faire. Des professeurs aussi dans les universités, parce que c'est mieux de les former, c'est mieux de leur apprendre des choses pour qu'ils deviennent par eux-mêmes. L'aide humanitaire, bien sûr, mais là il y a déjà des choses qui sont mises en place, mais si vous voulez partir, il y a toujours des actions. Et enfin, le dernier secteur qui est indispensable pour pouvoir faire des affaires, pour le moment, et dans la majorité des cas, si vous voulez faire une transaction avec des virements ou avec, je sais pas, même avec la chambre de commerce avec qui je suis proche, si c'était le cas, on peut très difficilement faire un virement bancaire. Enfin, en Birmanie, c'est impossible, on passe par Bangkok ou Singapour.
Là, le gouvernement vient de voter une loi qui autorise les banques étrangères à s'implanter et à commercialiser dans le pays. C'est déjà une avancée énorme. Il y a 5 ans, non, il y a 2 ans, il n'y avait pas de distributeur d'argent. C'est-à-dire que vous alliez en Birmanie avec tout votre cash. Et je vous confie que j'ai fait la même chose. Je suis partie, j'ai retiré mes fameux billets de dollars nickel impeccables dans un bureau de change, parce que c'est ce qu'il faut. En Birmanie, ils n'acceptent pas de changer les billets qui sont usés. Et voilà, on vit en cash, on vit comme ça. Donc ça va être un réel changement que l'autorisation et l'ouverture des banques. Et pour rebondir sur le débat de tout à l'heure, les banques d'investissement sont là. Les banques d'investissement sont là pour financer, pour encourager tous les investissements étrangers. Pour les Français, pour le moment, les deux présences sur le territoire vont être la BNP et la BREF. Donc ils sont là. Si on veut, s'il y a des financiers, bien sûr, travailler auprès de ces banques, c'est déjà une option qui peut être envisageable. Après, il y a de construire le système financier. Je pense que pour le moment, ça va être plus travailler auprès d'une banque que d'aller développer son propre business financier là-bas. À moins qu'il y ait un fonds d'investissement et de capital risque qui souhaite, je ne sais pas, je lance des idées comme ça, mais un fonds de capital risque qui souhaite vraiment supporter, pourquoi pas, la construction du futur lycée, parce que c'est vraiment un problème de lycée français. Et Dominique Cos, qui est le conseiller au commerce extérieur là-bas, c'est sa problématique, c'est son sujet. Veut construire un lycée français, c'est un projet, mais il y a toujours ce problème de financement. Donc voilà, créer un fonds d'investissement français qui va investir là-bas. Alors, il y a déjà des choses qui se mettent en place, parce que la machine est lancée. Je vous ai mis quelques exemples. Coca-Cola vient d'ouvrir son usine. Quand je vous disais que les chiens étaient lancés, ça y va. McDonald's va offrir 150 McDonald's, c'est dommage, mais c'est ce qui se passe. Caterpillar qui va fournir voilà, besoin d'un outillage industriel en véhicule. Réseau électrique, Schneider est en train de travailler là-dessus. Il y a d'autres sociétés qui travaillent aussi là-dessus. Donc voilà, les choses sont en train d'être mises en place. Réseau téléphonique, j'avais pas de téléphone quand j'étais là. L'achat d'une SIM est vraiment très cher. Enfin, pour ça, je crois que c'était on demandait $50 juste pour avoir de la communication, mais c'était qu'en interne, on ne pouvait pas joindre à l'étranger. C'est en train de changer. Le marché a été ouvert. C'est un opérateur norvégien et qatari qui vont se partager le marché. Orange est placé en 3e position et Orange a décroché aussi un contrat qui va nous permettre de pouvoir joindre l'étranger depuis le pays. Donc, voilà, il y a des choses qui sont en train d'évoluer et si vous y allez dans quelques mois, je pense que les conditions de vie seront quand même beaucoup plus agréables. Je vous parlais, et ça va être le dernier point et ça va aller vite, une nouvelle approche indispensable pour réussir en Birmanie. Je pense, à mon sens, qu'il ne faut pas y aller en conquérant. Alors je vous ai mis quelques petites images pour illustrer, faire un truc sympa. Je ne veux pas m'attarder sur chaque point, il y en a encore d'autres, mais à mon sens, comme je vous l'ai dit, il faut y aller de manière intelligente et se mettre à la place de ces Birmans qui sortent de 187 ans de colonie, je vous le dis et je le redis, mais c'est vraiment leur état d'esprit. Ils ne veulent pas retomber sous une nouvelle colonie ou sous une nouvelle dictature commerciale. C'est pas du tout leur idée. Ils veulent être maîtres de leurs ressources. Ils veulent pouvoir en profiter. Maintenant, ils sont ouverts à tous les investissements, ils sont ouverts à tous les étrangers pour leur apporter des choses annexes qui pourront leur faciliter et encourager le développement de leur pays. D'autres approches, voilà, besoin de conseils et de reconnaissance, besoin d'un développement responsable. Là, c'était vraiment un éminent sage qui était sur cette table de ministres devant nous pendant la conférence. Il nous a passé un PowerPoint de... Excusez-moi. Oui. Parce qu'on regarde dans les hypermarchés, mais en fait, j'ai une annonce à faire. Il y a un scénic qui garait juste devant. Est-ce qu'il est à quelqu'un? Non? À personne? À quelqu'un d'autre. Oui, donc il nous faisait passer son PowerPoint pendant une vingtaine de minutes pour nous expliquer les basiques des ressources humaines. Alors ça peut paraître aberrant comme ça, mais c'est juste qu'ils ont une vision des Occidentaux qui viennent piller, enfin peut-être pas piller les ressources, mais pour exploiter les salariés, ne pas respecter le droit du travail. Et tout ça pour vous dire que c'est vraiment leur volonté que
que d'avoir des salaires assez, comment on va dire, justes. Des salaires justes, des conditions de travail justes, et surtout de pouvoir faire émerger cette classe moyenne qui leur manque tant pour pouvoir construire le pays. C'est vraiment l'approche et le développement responsable qu'ils ont souhaité partager avec nous. Un modèle économique libéral, c'est vrai qu'il y a quand même, on y va, on est là pour faire des affaires, on fait du business. C'est dans la mentalité des Birmans eux-mêmes, et c'est dans la mentalité des autorités publiques, et dans le sens qui encore plus, vu qu'elle a vécu en Angleterre, elle est liée bien sûr avec des pouvoirs américains. Les derniers points, c'était, on me l'a dit, et je me suis dit, je vais le redire ce soir, parce que moi ça me paraissait normal, je posais des questions sur la politique. Et ça se passe comment ? Aung San Suu Kyi, est-ce qu'elle va bien passer? Et alors, est-ce qu'on est encore sur une dictature? Mais c'est vrai, j'en parlais. Et à un moment, on m'a dit « Vite d'en parler !» Parce que quand on fait des affaires, on n'est pas là pour juger leur... C'était de la curiosité, j'ai envie de dire. En France, on parle politique tous les jours. On joue politique, on dit politique. C'est quelque chose qui est en nous. Mais chez eux, il ne faut pas le faire. Et je mettrai ça comme deuxième conseil avec le fait d'appeler le pays Myanmar. On n'en parle pas, on n'est pas là pour juger. On n'apprécie pas quand les Américains nous disent ou critiquent notre politique intérieure. Je pense que c'est à peu près la même chose là-bas. 2015, l'échéance. La corruption, j'en ai déjà parlé. Voilà. Okay. Tout prend plus de temps là-bas. On est en Asie, il ne faut pas l'oublier, beaucoup plus lent. Ils ont peut-être pas autant d'autonomie, pris d'initiative comme je vous dire avant. Il faut en avoir conscience. Et des fois, c'est même pas dû aux Birmans eux-mêmes. Des fois, c'est dû juste parce que, c'est toujours ce cadre d'accord qui me racontait, pendant un mois, ils n'avaient pas accès à Internet, ils n'avaient pas accès à ces mails. Alors tous les Français disaient mais qu'est-ce que tu fais? En fait, c'est juste que le pays est relié par un câble. Internet, il y a un câble qui relie le pays, et du coup ici il y a des mois entiers où il y a des coupures Internet, où c'est beaucoup plus lent, où ça prend beaucoup plus de temps. Donc les choses vont bien sûr toujours en s'améliorant, mais c'est le cas aujourd'hui, et des fois les infrastructures peuvent, ça ne facilite pas la tâche. Bon après je vous ai mis des petites photos, c'est un guide qui est publié par le ministère du Tourisme. Voilà, l'interculturel, on respecte bien sûr les traditions. Faut être ouvert en Birmanie, il ne faut pas avoir peur de l'étranger. Je pense qu'au contraire, dans certains pays comme en Chine, on peut se dire par exemple, j'aime pas trop les Chinois, j'arrive pas avec leur culture, ils ne m'apprendront pas grand chose, en plus ils sont arrogants, ils ne veulent pas m'apprendre. Mais je pense que dans ce pays, la Birmanie, on a vraiment quelque chose à apprendre, à être ouvert, à aller leur parler, juste dans la rue, parler aux chauffeurs de taxi, c'est des choses simples, mais vraiment c'est simple à faire. C'est pour ça que je vous le dis et que j'encourage vraiment. Et il était facile d'aller parler aux autorités. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, ou quelque chose qui est quand même d'assez rare. Et voilà, ils étaient abordables. Après, je ne dis pas que les affaires se sont faites et que tout s'est à découler, mais en tout cas, c'est plutôt positif, on peut aller les voir. Et bien sûr, les partenaires locaux sont indispensables. Partenariat, ce sera... je pense, c'est à mon sens, peut-être que tout le monde ne sera pas de cet avis, mais on en sortira encore plus riche si on y va pour bien sûr développer ses affaires, faire son commerce, son petit business, mais tout aussi en subventionnant et en aidant ce pays à se développer. Alors des fois, ça va se faire plutôt que de donner 10 € aux enfants qui vont être dans la rue, et il n'y en a pas beaucoup, et justement, c'est pour ça que je vous le dis, il ne faut pas encourager cette économie parallèle qui est que les enfants viennent et sont dépendants des touristes. Plutôt que de donner ces 10 € aux enfants, aller les donner à l'école, qu'ils aillent acheter des livres. C'est ce genre de petits gestes qui va faire que la société va se responsabiliser, la société va aller à l'école, et ça va construire une classe moyenne, et ça va construire le pays que les Birmans veulent. C'est quand même sympa, je trouve, de pouvoir participer à un développement semblable. Si je vous ai convaincu, ou pas, ou si vous avez des questions sur, parce que finalement c'est mon métier aussi, d'accompagner dans la pratique comment ça se passe d'aller partir là-bas. Le visa est très rapide et très simple à avoir. L'ambassade dans le 8e arrondissement, je ne me souviens plus de la rue, mais voilà, on l'a en une seule procédure, je crois.
on l'a en une semaine et c'est rapide. Il ne dure que 28 jours quand on y va en touriste, parce que, et je vous le reconstruis, petite parenthèse, mais si quelqu'un en sortant va dire bon, c'est bon, elle m'a convaincu, je pars en Birmanie demain, je quitte tout et j'y vais, je vais vous conseiller un pack de retour d'expatriation assez rapidement. Ça risque d'être un échec. N'y allez pas tout de suite de but en blanc. Allez-y d'abord pour repérer. Allez-y, profitez-en en fait, moitié touriste, moitié affaires, allez-y. Ce matin, j'en parlais avec un client. Je parlais de la conférence de ce soir, et il me disait pourquoi est-ce que. Il aimerait bien qu'il y ait une délégation qui s'organise. Si c'est quelque chose qui vous tente, on peut monter ensemble une délégation d'entrepreneurs, de personnes de projet ou de personnes qui veulent découvrir le pays. On y va ensemble. Je vous fais rencontrer des partenaires locaux sur place, on organise un circuit, je vous fais des formations culture. Enfin, c'est des choses qui sont tout à fait envisageables, que ce soit avec moi, avec d'autres personnes, mais dans tous les cas, allez-y une première fois pour vraiment voir. Parce que il faut le vivre pour vraiment le ressentir. Le loyer, les loyers sont exorbitants. C'est le cas pour le moment parce qu'il y a vraiment, ils ont senti un peu le film de tous ces expatriés qui affluent. En plus, ça peut aller de 2500 $ pour un 3 pièces jusqu'à 10 000 $ pour une villa. C'est vraiment le cas. Et cela, en plus, à cela s'ajoute le fait qu'il faut payer tout cash. Alors, je vous le dis, vous allez me dire pourquoi je parle de loyer, mais ça a son importance parce que nous, on a l'habitude de payer une caution, d'avancer des 3 mois et on se dit, ok, là-bas, il faut payer 1 an cash. Sinon, on n'a pas du tout, ils ne s'embêtent pas avec les cautions, avec les garanties. C'est 1 an cash, plus la commission de l'agent immobilier, de ceux qui veulent mettre en relation, qui est équivalente à 1 mois de loyer. Voilà comment on pratique quelque chose de très concret. Il y a des écoles françaises, voilà. Après, il y a des supermarchés à l'occidental. On peut manger comme chez nous, on peut manger la street food qui abonde les rues de Rangoon, toutes les rues dans tous les villages. Permis international est obligatoire parce que la conduite en Birmanie est assez sportive. Pourquoi? Déjà, le volant n'est pas logique. Ils sont, comment dire, c'est encore basé sur une superstition. Alors, je ne dis pas de bêtises, c'est le général Levin, parce que je vais confondre toutes les superstitions. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Voilà, c'était ça. C'est en 70, un astrologue a prédit à Levin qu'il allait qu'il allait mourir à gauche. Donc depuis, il a décidé de mettre le volant à droite. Alors au début, le volant était à gauche parce qu'il roulait comme en Angleterre. Voilà. Sauf que maintenant, le volant est à droite et qu'il roule à droite. Ça pose des problèmes, c'est sportif, on peut avoir peur. Donc, une fois qu'on s'est vécu, voilà, c'est comme ça. Mais dans ma théorie, dans la pratique, dans le fait, voilà, c'est comme ça. La circulation, c'est pas aussi. J'ai vu pire en Afrique, c'est sympa aussi. Et dans tous les cas, il nous faut le permis international pour pouvoir rouler là-bas. Et encore, la particularité, finalement, c'est peut-être ce qui fait. Pourquoi on aime ce pays. On n'a pas 4 heures ou 5 heures de décalage horaire, on a 3 heures et demie ou 5 heures et demie selon qu'on soit en été ou en hiver. Voilà, puis mis quelques sources, les sources qui m'ont permis de faire cette conférence. Beaucoup de relations avec la Chambre de commerce franco-birmane qui est très active, vraiment. Ils sont là, ils vous aident, ils vous conseillent. On est un relais ici à Paris, donc s'il y a des besoins, des mises en relation, des contacts, ce sera avec grand plaisir que je le ferai. Alors, je vous remercie pour votre attention. À mon sens, on connaît un pays quand on y va. C'est pour ça que je vous encourage à y aller. Mais je suis quand même allée là-bas et j'ai vu beaucoup de reportages et je me suis dit, allez, je vais vous faire un petit montage. J'ai 8 minutes de vidéo où je vous montre la ville, où on voit vraiment avec des images ce que j'ai essayé de restituer pendant 1 heure. C'est au choix. Est-ce que vous voulez voir ces vidéos, je peux vous commenter pendant les 8 minutes maintenant, après les questions ou pendant les questions? Tout de suite. Maintenant? On y va tout de suite. Tout le monde? Ouais. C'est parti. C'est parti. Alors, il n'y a pas de son, il n'y a rien, c'est juste pour vous montrer. Non, justement, c'est pour pouvoir commenter. Donc voilà, beaucoup de la vie dans la rue. Comme vous pouvez le voir, les routes ne sont pas en très bon état.
Il y a des transports en commun, on vit beaucoup dehors, des bus quand même assez anciens qui font des liaisons entre Naypyidaw, la capitale, et Rangoon, et les conditions ne sont pas optimales. On parle du pays d'or parce qu'il y a des temples partout, des pagodes partout, de l'or partout, c'est vraiment vrai là-dessus. C'est assez prenant et assez beau à voir. Les diamants que je vous montrer, ça me brouille beaucoup dans les villes, beaucoup de transports. Alors là, on n'est pas à Rangoon, vous savez pourquoi je dis là? Parce qu'il y a des motos. Encore conseil c'est un général un jour qui a fait un accident de moto et il a décidé, il a décrété que c'était dangereux, il les a revendus à Rangoon. Encore une anecdote. Donc partout dans le pays, vous allez voir avoir des motos, mais pas à Rangoon. Donc, encore les marchés et beaucoup de voitures. Les voitures, le parc automobile a été renouvelé. Des choses qui sont tout à fait en bon état. Un peu l'attitude birmane, ils sont souvent assis dans la rue, on se demande est-ce qu'ils travaillent ou pas. Je n'ai pas encore percé le mystère, mais en tout cas, ils vivent beaucoup dans les rues. C'était quelque chose d'assez notable. Alors là, je vous ai mis quelques photos. Je ne sais pas si ça va prendre. C'est Rangoon. Ouais. Donc là, c'est une pharmacie. Voilà à quoi ça ressemble. Un appartement ou un immeuble à l'occidental, parce qu'il n'y a pas les mêmes standards internationaux, ne sont pas les mêmes pour les Birmans que pour nous. Là, c'est aux abords de la pagode. Ils vivent comme ça, ils sont assis, ils regardent, ils attendent. La végétation, on est dans la jungle, c'est le cas. Là, c'était en Sansuki, on a monté une photo, je l'ai mise pendant la délégation. Les Chinois qui sont présents. Le patrimoine colonial. Il y a une étude qui est sortie là récemment qui disait que la Birmanie est vraiment, c'est le pays où tout le patrimoine colonial est le mieux respecté au monde, le mieux conservé plutôt au monde. Donc il y a vraiment de belles choses. C'est les maisons dont je vous parlais, il y a vraiment des familles qui vivent dans des maisons comme ça et c'est en ville, on est à Rangoon, bien sûr. Là c'est des ouvriers qui sont gentils, accueillants et qui vivent un peu comme nous. C'était là, c'est les marchés. Le tissu purement en fait, ils confectionnent eux-mêmes leurs vêtements. Ça n'existe pas, le prêt-à-porter n'est pas encore développé là-bas. Donc, il y a quelques enseignes occidentales qui sont sur place, mais c'est pas quelque chose qu'ils font et c'est pas dans leur couture. En tout cas, ils vont au marché et ils se choisissent leur tissu et se confectionnent eux-mêmes leurs vêtements. Il y a vraiment les machines à coudre, on les voit faire des vêtements de gens. Donc là, c'est Naypyidaw, la capitale déserte. Je pense que ça veut tout dire. C'est le contraste avec à côté, il y a des zones rurales. Donc là, on est toujours à Naypyidaw. Il y a des zones qui sont réservées, des zones diplomatiques. On n'a pas accès. Voilà. En fait, la ville est segmentée en plusieurs quartiers. C'est bien sûr pour éviter encore ces questions d'affrontement et cette zone diplomatique. Ils ont reproduit la pagode Shwedagon, qui est la plus connue, on va dire, de toute à Rangoon, et ils ont fait la réplique en Naypyidaw. Je vais vous la montrer également. Et voilà, on a reconnu à ça ce pont qui permet l'accès aux hauteurs. Là, c'est le sport national. Le Chili, les enfants dans la rue encore. Ils vont à l'école, c'est quelque chose de remarquable. Il y a un uniforme, on les voit et c'est quelque chose qu'il faut encourager, c'est quelque chose de réel et c'est quelque chose de positif si les enfants vont à l'école. Voilà, un peu l'art, l'artisanat birman. Donc tout ça est extrait de reportages que j'ai vus et je n'ai pas tout filmé. Donc
là, c'était la partie, on peut dire, les villes, les grandes villes, et maintenant c'est vraiment la partie touristique, un peu les idées et les images qu'on a du pays. Le pays aux 1000 temples, donc là on va plus du côté de Naypyidaw ou de Pagan, où il y a des couchers de soleil magnifiques, et des temples magnifiques, et enfin, les touristes s'en donnent à cœur joie. La pêche et la riziculture sont bien sûr des activités amplement présentes là-bas. La jungle et la forêt, ces forêts de teck qui sont exportées dans le monde entier. Les moines, beaucoup de moines, et ils partagent votre quotidien. Vous voyez des cartes d'enfants, c'est des enfants qui sont en train, qui sont vraiment rentrés dans les ordres, on va dire, qui vivent à côté de nous. Quel est justement le poids de la religion dans la vie quotidienne et voire professionnelle? Alors non, alors voilà. J'étais dans un pays musulman quelques mois auparavant pour le travail, ça n'a rien à voir, on ne ressent pas du tout la religion. On respecte quand on est là-bas, on les voit au quotidien si vous voulez, les Birmans sont très pieux, ils vont prier, c'est pas fait pendant les heures de travail, il y a quand même une séparation entre les deux, on ne nous impose rien. Il y a des chrétiens, même si la majorité birmane est musulmane, à mon sens la religion ne pose vraiment pas de soucis. Bouddhiste. Oui, non. Justement, les musulmans ne sont pas du tout appréciés et c'est l'origine du conflit dont je vous parlais tout à l'heure au nord du pays. Mais est-ce que justement, il y a un mouvement bouddhiste extrémiste qui a attaqué et tué les musulmans? Ça montre peut-être un manque d'ouverture. Est-ce que c'est une minorité qui... C'est une minorité qui est persécutée. Ça montre clairement un manque d'ouverture. Et plus loin, j'irai encore, c'est que c'est dans la Constitution que les minorités musulmanes ne sont pas reconnues. Ils ne veulent pas changer la Constitution. Et même les autorités sont très mal à l'aise sur ce sujet, à tel point que même Aung San Suu Kyi sent qu'elle ne peut pas vraiment jouer sur ce tableau. Et elle ne va pas à l'encontre de ces... elle ne va pas les interdire ou elle ne va pas se soulever contre ça. Donc, il y a un conflit, clairement. Mais au quotidien, enfin, on va dire, nous, si on se reste seul, nous, si on se met quand même notre point de vue occidental, on ne le ressent pas. Les chrétiens n'ont pas le même problème, c'est ça? Les chrétiens n'ont pas le même problème. Il y a des Birmans chrétiens, il n'y a pas de souci. J'en ai pas vu du moins, peut-être, mais je n'en ai pas vu, j'en ai pas entendu parler. Donc voilà, c'était pour vous montrer un peu le mode de vie à la Birmanie. Voilà, donc je reste, on va continuer sur les questions à votre disposition. Tout simplement, vous arrivez à l'aéroport de Rangoon, vous me dites que là-bas il faut du liquide. Oui. Vous avez parlé des dollars, mais est-ce que les euros sont acceptés aussi? Alors, les euros sont acceptés. Dans tous les cas, je vous recommande d'aller les échanger dans une banque. Et maintenant, ils sont acceptés. Et la loi dont je vous parlais tout à l'heure autorise maintenant les banques étrangères à commercialiser, à distribuer les euros, les dollars et les kyats, qui est la monnaie locale. Donc oui, l'euro est possible. Maintenant, c'est quand même plus simple avec le dollar. Avec le dollar. Tout simplement parce qu'ils ont le taux de change en tête, parce qu'ils ont vécu avec ça pendant des années. Mais je pense que si on commence à venir avec des euros, je sais que c'est faisable et je sais que ça se fait. C'est-à-dire que le dollar, vous pouvez, disons, acheter des biens directement en dollars. Par contre, les euros, il faut les changer préalablement, je suppose. Alors, après, si vous parlez d'achat de biens résidentiels... Non, pas de résidentiel, non. Oui. Tout simplement vivre. Vivre, ah oui, avec des euros, c'est possible, mais par contre... À l'hôtel, par exemple, vous pouvez payer. À l'hôtel, vous pouvez... Alors, chaque hôtel va préciser. En général, ils vont préférer les dollars, parce que c'est encore ancré. Maintenant, au quotidien, pour y aller, je vous recommande quand même d'échanger vos dollars en kyats, même si dans la rue, vous pouvez payer en dollars, parce qu'ils augmentent toujours le taux de change. Donc, vous serez perdant dans tous les cas si vous payez... Et à Rangoon, il n'y a pas de problème, vous changez. Non, il y a des banques, il n'y a aucun souci. Il y avait votre carte de crédit à l'aéroport, est-ce qu'on peut prendre des... C'est possible maintenant, et même dans les hôtels. Depuis qu'il y a eu la levée des sanctions américaines, Visa a pu venir et s'importer. Alors je ne vous garantis pas de trouver des automates et des bancomates partout, mais en tout cas j'ai vu et je sais que dans mon hôtel c'était le cas et il est possible de retirer. Y compris à l'aéroport, en arrivant. Pris à l'aéroport. C'est ça le problème. Ouais, non, je suis en train de voir. Je vais
peut-être me renseigner. J'ai pas envie de dire Ah, de d'accord. bêtises. C'est On pas grave. échangera nos cartes, parce que là j'ai peur, parce que je l'ai pas fait. Je suis allée, j'avais justement. J'étais prise en charge, il n'y avait pas de problème. Ah non, c'est moi qui. Et quand vous êtes arrivé à l'aéroport, qu'est-ce que vous avez fait? Là j'avais déjà mes dollars, parce que j'étais Ah encore oui. dans l'ancienne vision. D'accord. Pardon. Très intéressant, merci. Sait-on, parce que la date des élections en 2015 est fixée. Je m'étais promis d'aller voir la date. Je l'ai trouvé nulle part. Pardon? Je l'ai trouvé nulle part. Bah, j'ai pas trouvé non plus, et je me suis dit que j'allais approfondir mes recherches, et non, en tout cas j'en ai pas entendu parler encore. Je sais que c'est 2015, mais... Novembre. Donc ils n'ont pas fixé ça. Novembre. Novembre. D'accord. Parce que là vraiment je l'ai pas trouvé, c'est vrai que je me suis posé la question, novembre. En tout cas 2015 c'est sûr, 2015 c'est ça. Qui a le pouvoir aujourd'hui? Ce sont encore les généraux, ce sont encore les militaires qui contrôlent le pouvoir? Non. Alors même dans les administrations, c'est en train de s'oxygéner. La constitution actuelle, et c'est aussi une des causes de la remise en question de cette constitution, c'est qu'il y a toujours 25% des sièges parlementaires qui sont alloués aux militaires. Donc là, il y a vraiment un problème. Maintenant, dans toutes les administrations, il y a vraiment une bouffée d'oxygène où il y a des technocrates, des penseurs, des hommes de la société civile, des universitaires qui commencent à être placés à des postes un peu plus stratégiques. Là, officiellement, le gouvernement est un gouvernement qui n'est pas militaire. Maintenant, derrière, on sent, et c'est encore un petit relan, mais je pense que ça va se renouveler avec la nouvelle génération, c'est qu'il y a des habitudes. Il y a quand même tout ce passé où c'était des personnes de pouvoir qui ont des relations avec d'autres personnes, et on sent qu'ils peuvent encore tirer quelques ficelles. Mais maintenant, c'est plus le cas autoritaire comme ça. Je me demandais, comme il y a des tensions ethniques et puis aussi comme les Chinois ne sont pas très appréciés, est-ce qu'ils mettent en place des mesures de discrimination positives ou négatives, aussi bien en termes d'effectifs que de responsabilité dans l'entreprise, et aussi pour les étrangers? Je ne pense pas. Pour le moment, disons que leurs préoccupations, j'ai envie de dire, sont plus primaires au sens où ils ont vraiment besoin de construire leur économie parce qu'ils partent de rien. C'est peut-être des questions qui vont venir avec le temps, mais pour le moment, en tout cas, je ne pense pas que ça fasse partie des priorités. À vrai dire, même, tout à l'heure, je vous parlais de Green Lotus qui vient avec des idées d'écologie et de renouvellement et d'agriculture responsable. Ils sont intéressés. Il y a un message qui est en train de se véhiculer, mais on sent que c'est vraiment pas leur priorité pour le moment. Oui. Sur la partie création d'entreprise, Oui. on sait qu'on peut monter une entreprise avec 100% de capitaux étrangers. Dans les faits, est-ce que il y a beaucoup de personnes qui conseillent d'intégrer un virement dans le capital pour faciliter les démarches? Est-ce que c'est vrai, pas vrai? Qu'est-ce qu'elle conseille sur... Alors, je dirais que ça dépend du secteur. Ça dépend du secteur et ça dépend de l'investissement. Tout à l'heure, je parlais de l'investissement hôtelier ou d'un gros investissement. Là, bien sûr, je vous conseillerais clairement. Maintenant, si vous êtes plus dans un secteur un peu libéral, vous voulez vendre des conseils, vous voulez créer des sites internet, je vous donne des exemples comme ça, à mon sens, il n'y a pas besoin d'inclure un associé birman. Je vous conseillerais peut-être d'avoir un salarié ou un bras droit birman avec un niveau d'éducation élevé et qui a un bon réseau. Ça facilitera clairement votre développement. Mais à mon sens, il n'y a pas un besoin vraiment d'un associé si c'est dans ce secteur d'activité. On va aborder un petit peu le secteur de la santé. Est-ce qu'il y a quel est le système de soins aujourd'hui? Franchement, c'est beaucoup visiblement des patients qui payent leurs médicaments, leurs soins, comme vous le disiez. Est-ce qu'il y a aussi un système pour une certaine partie de la population? Je pense notamment dans notre partie militaire. Je pense qu'il y a des hôpitaux militaires qui existent. Qui est un système de santé qui est en création, qui est en réflexion. C'est en réflexion. C'est un chantier qui a été initié par la Banque mondiale et c'est vraiment l'objectif 2030 de mettre en place quelque chose, un système, un accès aux soins, du moins pour la majorité de la population, avec, je ne veux pas aller trop loin, j'ai peur de dire des bêtises, en tout cas, je sais qu'ils sont en train de mettre en place, de favoriser l'accès aux soins. Et je crois même qu'il y a un minimum qui pourrait être remboursé ou pris en charge par l'État et par le gouvernement. Donc il y a clairement cette question qui est abordée et le chantier commence. Et pour des expatriés aussi, quand
Alors, pour les expatriés, pour le moment, honnêtement, ils vont tous chez le docteur Olivier Catin, qui est ici. Pour le moment, c'est un peu le sauveur de tous, hein. Même certains Birmans vont chez lui. Quand il y a des soins ou des choses beaucoup plus importantes ou graves, tout le monde vous conseille d'aller à Bangkok ou d'aller dans les... Si vous voulez, je vous dis aller à Bangkok, ça nous paraît démentiel, c'est vrai. Mais quand on est là-bas, le billet de Rangoon, Bangkok, c'est 90 €, c'est rien du tout. Parce qu'il y a tellement de liaisons quotidiennes, c'est le prix d'un TGV pour aller à Strasbourg. Donc c'est vraiment le quotidien. Et pour les, si vous voulez, les Français, les expatriés que j'ai rencontrés, c'est leur base arrière et c'est un peu la zone de décompression où ils passent un week-end là-bas pour renouveler leur visa, parce que les visas sont mois, et pour respirer un peu, pour acheter quelques cafés, ce qu'on a fait récemment en Italie. Compléter un peu ce que vous dites et répondre à madame, je travaille dans l'assurance et notamment beaucoup avec la Birmanie. Le problème aujourd'hui, c'est que la Birmanie, c'est pas encore partie de l'OFAC, qui est donc l'agence américaine, tout ce qui est transfert d'argent. Il est interdit en aujourd'hui de transférer des dollars en Birmanie. Tous les assurés ou tous les expatriés qui sont présents en Birmanie, en général, à l'extérieur, tous les frais de santé sont faits à l'extérieur. Ça ne peut pas se faire traiter en Birmanie, il n'y a pas d'hôpitaux, même s'il y a des hôpitaux. C'est juste il y a 4 ou 5 chirurgiens diplômés et reconnus par les États-Unis et l'Union européenne. C'est vraiment très difficile d'avoir accès aux soins. Oui. Avoir une bonne assurance, en fait. Je rebondis juste sur les visas. Pour dans le cas d'une création d'entreprise, le visa business est quelque chose qui n'est pas forcément évident à avoir, parce qu'il faut une lettre d'invitation d'une entreprise locale. Comment est-ce qu'un entrepreneur peut s'y prendre pour avoir un visa business? Alors au début, ça va être avec des visas plutôt... y aller une première fois, visa de 28 jours à renouveler plusieurs fois. Après, tout ça, ça se discute avec la chambre de commerce sur place. C'est eux qui peuvent vraiment être un levier pour vous aider et pour faire peut-être cette lettre de recommandation. Même, je peux vous fournir des contacts. Il y a des experts comptables qui sont sur place et qui vous aident et qui peuvent vous fournir ce dont vous avez besoin pour créer. Il faut savoir que pour le moment, alors c'est quelque chose... c'est nouveau pour eux, toute cette ouverture à l'étranger, donc toutes ces questions de visa, c'est pas encore mis en place, c'est pas quelque chose qui est figé. C'est un peu, on se débrouille, on essaye de s'arranger comme on peut pour qu'on soit limite dans les règles de l'art. Les conjoints, souvent d'expatriés, viennent en visa business. C'est juste qu'il n'y a pas d'autres visas, de visa famille ou d'accompagnement, ça se fait comme ça. Donc c'est les balbutiements et on peut se débrouiller assez facilement pour le moment. Le système de passer à Bangkok et faire l'aller-retour dans le week-end, il n'y a pas de risque d'aller à Bangkok et de ne pas avoir de renouvellement de visa touriste. Tout ça, c'est un système qui marche. C'est auprès de l'ambassade de France à Bangkok. Oui, c'est fait, tout le monde le fait, c'est renouvelé. Et en fait, si vous voulez, il est même là, c'est vraiment pour sortir du territoire. Mais juste pour vous illustrer qu'il n'est pas difficile d'avoir un visa birman et c'est pas du tout dans leur intérêt pour le moment. Il est possible d'avoir le visa à l'aéroport. C'est-à-dire que demain, vous décidez d'y aller, c'est un risque qu'on prend, bien sûr, comme tous les visas à l'aéroport. C'est quelque chose qui est faisable maintenant. Je pense qu'il n'y a pas de risque. Et juste une seconde question sur les banques. Vous parliez de BNP et BRED. Oui. Elles ne sont pas présentes aujourd'hui. Non, pas encore. Elles réfléchissent ou elles vont s'implanter. C'est déjà des projets qui sont bien mûrs et bien développés. On ne peut pas encore avoir son compte BRED ou son compte BNP. Pire, je me demande même si ça ne va pas être plus de la banque d'investissement pour le moment plutôt que de la banque de détail. Donc pour le moment, si vous voulez ouvrir un compte, va falloir plus aller vers les... Enfin, déjà, il y a quelque chose qui a été voté récemment, c'est-à-dire qu'un étranger peut posséder un compte bancaire birman. Maintenant, en Birmanie, c'est faisable. Ce n'était pas le cas il y a quelques mois, donc maintenant, on peut avoir un compte. Si vous voulez avoir plus de liquidité, plus de facilité, Singapour ou Bangkok sont bien sûr. Pour le moment, encore la base arrière, c'est de la bricole là-dessus. Est-ce que vous avez une estimation de la taille de la population de la Alors pour le moment, elle est à peu près éminente. Il y a des riches, il y a des personnes très âgées qui sont les anciens militaires, des anciens généraux, des anciens
silencieux ou un mode de vie confortable qui peut s'apparenter au nôtre. À part ça, pour le moment, il n'y a pas de classe moyenne comme on entend nous. Maintenant, j'arrête pas de vous parler de projet, mais parce que c'est vraiment le cas. Et finalement, aller en Birmanie, c'est faire des projets. Et quelque part, si on y va, en encourageant un peu ce développement responsable, je pense que la classe va émerger, la classe moyenne va émerger. Donc, pour le moment, elle est inexistante. Parce que tout simplement, leur PIB ou leur salaire ne suffit pas pour vivre. Vous parlez vous êtes allé avec une délégation européenne. Quel est le rôle de l'Europe? Quelle est sa présence aujourd'hui? Alors là, c'était signer des partenariats et c'était surtout pour encourager les entrepreneurs européens à y aller, parce que comme je dis, les Birmans veulent vraiment des entrepreneurs autres que les Chinois. Quelle est l'importance? Les Allemands ont ouvert leur chambre de commerce, donc ils sont en train aussi de se développer. Pour le moment, je ne saurais pas dire, il n'y a rien de très concluant à part un accord de commerce qui a été signé avec l'Union européenne et Catherine Ashton. Dans les faits, ça va se voir bientôt, mais pour le moment, je pense qu'il n'y a rien de mesurable pour le moment, à part de ne pas louper le coche en tant qu'Européen ou en tant que Français. Pour le moment, c'est tout ce qui en ressort. Justement, à part les Chinois qui sont très présents, quels sont les autres pays qui sont actuellement actifs en Birmanie? La Thaïlande, la Thaïlande, les Thaïlandais, les Indiens aussi, parce que c'est voilà. Très proche. Je réfléchis, parce que là vraiment... La Corée. Oui, la Corée du Sud. Les Japonais, c'est eux qui sont en train qui inondent le marché automobile. Au niveau de l'Asie et de l'ASEAN, il y a beaucoup de transactions. États-Unis. Alors les États-Unis commencent. Les États-Unis n'arrêtent pas de renouveler leur message. Aujourd'hui encore, le président Barack Obama a fait savoir qu'ils encourageaient tous les efforts qui étaient faits pour développer la liberté. Voilà. Il y a quelques jours, quelques semaines, il a dit que par courtoisie, il allait appeler de temps en temps la Birmanie, Myanmar. Donc je pense vraiment que les Américains seront les prochains. Ils sont intéressés et ils le ressentent là-bas aussi. Vous parlez des services à développer, notamment dans les métiers de la communication, justement tout ce qui est site internet. Mais à quel point c'est handicapant d'être étranger et de ne pas parler le birman? Est-ce qu'on peut communiquer en anglais à la population? Clairement. La population parle très, mais quand je dis très bien, c'est vraiment très bien anglais. Vous trouverez toujours quelqu'un, même si un birman ne parle pas anglais, il y aura quelqu'un à côté de lui qui parlera et qui pourrait faire la traduction. Tout simplement parce qu'il y avait la colonie et ils ont gardé ça de positif. Même le chauffeur taxi comprend. L'anglais est vraiment la langue du business. Donc on peut diffuser des supports de communication, notamment à Rangoon pour l'instant, en anglais sans problème. Oui. C'est paradoxal, vous n'avez jamais cité une seule fois les Britanniques sur place. Ils n'y sont plus du tout. Maintenant, ils sont... Persona non grata. Non, même pas. Ils sont... Parce que c'était ma question. Je leur ai dit, mais vous ne devez pas aimer les Anglais. Parce que pourquoi vous demandez des Occidentaux ou des Européens avec les Anglais? Finalement, non, ils les apprécient, mais ils ne sont pas présents. Pas présents. Du moins, ils ne sont pas présents. Et pourquoi? C'est une bonne question. Je pense à passer... Parce que c'est important. Ils pratiquent bien l'anglais et autres. Si les Anglais n'y vont pas, il y a peut-être une raison. Je sais pas, c'est peut-être... après, la fin de la colonie a été quand même faite dans la douleur. Peut-être que c'est les Anglais qui ne veulent pas y retourner. Là, c'est mon avis personnel, hein, c'est ce que j'en pense. Il y a certainement d'autres raisons, mais à mon sens, ça peut être quelque chose qui expliquerait. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser au Myanmar? Plus qu'à d'autres pays de la zone? Je l'ai dit à un moment, c'est mon professeur d'économie de classe préparatoire qui me parlait de ce pays et lui justement il avait cette vision touristique et il me dit la Birmanie c'est le nouveau Vietnam, vas-y, va voir. Et du coup j'ai commencé à m'intéresser, au début c'est pour ça que j'ai fait cette introduction, j'avais cette vision de la jungle birmane et j'ai approfondi, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une réelle évolution. Et pourquoi je m'intéresse à ce pays?
En fait, je ne saurais pas vous l'expliquer. J'y suis allée, je suis revenue et depuis je ne parle que de ça. Et c'est quelque chose qu'on vit et je vous assure que toutes les personnes, vous le retrouvez dans les interviews, on y va, on peut être choqué en tant qu'occidental, mais on ressent vraiment une énergie. C'est vraiment une énergie de vouloir avancer. En fait, on a envie de se greffer au wagon et d'avancer et de les aider aussi. Je pense que c'est comme ça que je peux vous répondre au mieux de pourquoi je m'intéresse à ce pays. Donc selon vous, par rapport à la Thaïlande, le futur de la Birmanie peut être à peu près le même que la Thaïlande au jour d'aujourd'hui. En quelques années, ils peuvent rattraper. J'espère peut-être même meilleur, qu'ils ne vivent pas que sur le tourisme et qu'il y ait quelque chose de responsable. En tout cas, c'est les prévisions et c'est les objectifs. Vous avez parlé à un moment qu'il y avait une place boursière. Oui, alors... il y a déjà une bourse pour l'anecdote, il n'y a que deux sociétés qui sont cotées. Là, c'était vraiment pour l'anecdote, justement, je voulais rebondir là-dessus. Il n'y a que deux sociétés, dont une ancienne société qui était détenue par l'État, mais ils sont en train de construire et il va y avoir de nouvelles cotations. La bourse a été ouverte. Et les banques qui sont actives, j'imagine, c'est Thaïlande, c'est... Banque asiatique. Ah ouais, et elles sont aujourd'hui présentes déjà ou pas encore? Les banques d'investissement et de développement, oui. Ah ouais. Il est possible d'aller les rencontrer et de présenter vos projets. Si vous avez un projet à développer, ils peuvent vous soutenir dans le financement. Pas obligé d'aller au Myanmar pour les rencontrer, bien sûr. Enfin, les banques asiatiques, il y a des représentations un peu partout. Je pense qu'il est possible de les rencontrer sans forcément se déplacer là-bas. Est-ce qu'il y a des entreprises publiques qui sont déjà fortes? Voilà, vous parliez des télécommunications, je crois qu'ils ont ouvert une licence, mis un appel d'offres sur la licence sur les télécoms. Il y a des entreprises publiques qui sont déjà fortes, qu'ils envisagent de privatiser Oui, je pense, oui, mais c'est clairement de la privatisation. Alors, ce sera, à mon avis, ça va être semi-public pour une gestion de l'État. Là, c'est l'appel d'offres sur les télécommunications, c'est les télécommunications, c'est des oui, ça va être. À mon avis, ça va être. Quelle est la place du travail forcé? Le travail forcé. Le travail forcé, c'est encore. Tout le travail des enfants, des gens qui ne sont pas payés. Il y a des lois, il y a une loi qui a été votée pour encadrer le travail des enfants. Le travail forcé, après, je ne saurais pas dire. Certainement, il y a des endroits où le travail forcé ne peut pas tout le monde, il n'y en a pas. Mais en tout cas, c'est pas du tout la mouvance du pays actuel. On n'en voit pas, on en parle. Alors, quand je dis on n'en entend pas parler, c'est pas parce que c'est bloqué par les médias ou bloqué, c'est même sur place. Quand on discute avec les gens, c'est pas un souci, en tout cas dans la population forensique. Et pour les enfants, c'est certain, il y a eu une loi qui a été votée pour interdire le travail des enfants. C'est plutôt le travail forcé des Birmans en Thaïlande, oui. Vous n'avez pas parlé d'évoquer la diaspora birmane dans le monde et son influence. Alors oui, je ne sais pas si on parle de... C'est peut-être pas la diaspora birmane qui a de l'influence dans le pays, c'est la diaspora encore chinoise. Il y a 5 grandes familles chinoises. Maintenant, ils sont certainement la nationalité birmane, mais à l'origine, ils viennent de Chine. Et c'est eux qui gèrent le trafic de drogue. Je ne l'ai pas dit, mais le Myanmar est l'un des pays qui exporte le plus, qui est le plus grand fabricant d'opium au monde. C'est pour ça qu'au début, je vous parlais du triangle d'or. Du coup, c'est cette diaspora chinoise qui a la mainmise sur ce trafic. En plus, ils sont vraiment présents aussi dans le monde des affaires, dans les hautes sphères, et on sent quand même qu'il y a des fois, ils tirent des ficelles. Auprès du gouvernement, dans certains business, tout à l'heure, je vous en parlais.
peut-être éviter pour le moment les trop hautes sphères, à moins que vous vous sentiez à l'aise là-dedans, mais si c'est pas quelque chose qui est naturel et qui est des craintes envers ces restaurants ou des choses comme ça, qui sont... Je sais pas, on va peut-être, si vous souhaitez... Oui. Et juste une dernière chose. Nous, on est 4 personnes, là, on part dans un mois. 4 mois de repérage d'abord. Donc je voulais savoir, tout à l'heure, si jamais il y avait des personnes qui étaient sur le départ également, avec qui échanger. On n'entend pas. On est 4 personnes à partir dans un mois pour 4 mois de repérage dans un premier temps. Donc pour monter les sociétés là-bas. Donc je voulais savoir s'il y avait d'autres personnes qui étaient sur le départ. Je rebondis là-dessus, même si je ne sais pas si peut-être ça vous intéresse ou pas, mais c'était une idée lancée en l'air ce matin avec un client. Il s'appelle quelque chose qu'on peut organiser. On n'est pas obligé d'être l'Union européenne ou une grande instance pour pouvoir faire une délégation. On peut se regrouper, organiser des rendez-vous d'affaires. Si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus, avoir des formations, je sais pas, rencontrer les acteurs locaux, on peut organiser un groupe. C'est toujours plus simple d'y aller que d'y aller seul. Donc c'est quelque chose de tout à fait envisageable pour rebondir sur votre proposition. Bon, on va aller se désaltérer. Ce que je vous propose avant de partir, je vous propose de faire un troc, une carte contre le PowerPoint si vous l'acceptez, vous échanger votre carte de visite, ce sera avec un grand plaisir que je partagerai toutes ces informations avec vous. Je vous laisse aussi, si vous voulez voir, lire quelques témoignages de Français, d'Australiens qui font des pâtisseries à Rangoon. Je vous les laisse aussi sur le bureau. Voilà. Je vous remercie encore pour... International, merci à Myriam, c'était très intéressant, je pense que tout le monde était satisfait de cette présentation très complète. Alors on vous invite maintenant à manger un petit bout, un bon verre, et discuter, continuer à discuter sur les idées si vous voulez. Hein?